Rebonjour, si je puis dire, puisque donc nous sommes à l'école alsacienne où, après une émission qui a été consacrée pour partie au grand débat national et pour partie au Brexit, nous nous retrouvons pour la traditionnelle période d'échange avec la salle, période dite du BADA, qui sera diffusée quelques jours après cet enregistrement normal sur notre site. Alors, je vois qu'il y a d'ores et déjà un bras qui se lève dans la salle et le micro va au bout, il y a plein de bras qui se lèvent, mais voilà, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. J'aurais voulu revenir sur ce qu'a dit M. Verly sur l'ambition des Allemands de parvenir, peut-être en tassant le Brexit, à un maintien des Britanniques dans l'Union européenne, dans la mesure où l'argument revient souvent qu'en 2005, la France a dit non au traité constitutionnel et l'a finalement fait adopter, ainsi que les Pays-Bas, par une autre voie, et que on voit bien qu'en France, en tout cas, beaucoup de responsables politiques s'en servent pour contester la construction européenne. Et j'ai du mal à comprendre comment la décision, qui pour moi est bien plus grave, de quitter l'Union européenne et non pas de contribuer à sa construction et à son organisation, pourrait ne pas mettre fondamentalement en cause dans l'intégralité des démocraties européennes le bien fondé et le commun accord de la construction européenne et des pays qui y participent. Richard Verly. Vous aurez remarqué que les Allemands ne sont pas les Anglais. Autrement dit, et que ce n'est pas une ambition, c'est juste un constat. Partagé notamment par les diplomates allemands, par ceux qui suivent le dossier du Brexit, qui estiment, sur la base d'informations qu'ils possèdent, qu'il y a de fortes chances, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et je l'ai bien précisé off the record, que la possibilité pour l'Angleterre de rester in fine ne doit pas être écartée. Et alors, encore une fois, c'est un constat. Je pense que les Allemands n'ont aucune envie de se substituer au peuple britannique. Il se trouve qu'ils ont juste, pour partie d'entre eux, cette opinion, et je pense qu'elle se traduit dans la décision du Conseil européen qui a été prise ces derniers jours. Par ailleurs, quand même une différence, parce que vous faites l'analogie avec la France de 2005 qu'on entend effectivement beaucoup. La situation de la France en 2005, c'est un référendum qui ensuite, estime-t-on, est trahi par le traité de Lisbonne de 2007, que Nicolas Sarkozy, élu président de la République, avait dit qu'il ferait passer par voie parlementaire. Là, c'est un peu différent, puisque vous aurez la concurrence, si des élections européennes ont lieu au Royaume-Uni, de 2 votes populaires. Un vote populaire référendaire, celui de juin 2016, et un vote populaire des élections européennes, dont, encore une fois, je ne préjuge pas des résultats. Il sera peut-être très favorable au Brexit. Donc, quand même des nuances pour dire que les Allemands, en aucun cas, je ne les ai jamais entendus dire qu'ils voulaient changer le résultat du référendum britannique. Ils émettent juste l'opinion que peut-être, in fine, la décision politique ne sera pas celle qu'on pense. Jean-Louis Bourlanges. Oui, les Français pensent comme les Allemands sur ce point. Emmanuel Macron le dit. Le fait nouveau, et effectivement, nous n'intervenons pas dans les affaires britanniques. Le fait nouveau, ça serait que l'élection européenne, c'est pas sûr du tout d'ailleurs, hein, pas du tout, donne un rapport de force différent de celui qui a été donné jusqu'à présent. Mais je voudrais rajouter un mot sur 2005, parce que j'en ai un peu par-dessus la tête de la façon dont on envisage 2005. Je rappelle que les partisans du non ont eu comme caractéristique de dénoncer un ensemble d'articles qui sont les articles du traité de Rome, donc qui n'étaient absolument pas en cause ni dans le traité constitutionnel européen, ni dans le traité de Lisbonne, la concurrence non faussée, etc., et en même temps de ne pas demander le Frexit. Les Britanniques ont été beaucoup plus loyaux. Ils ont dit « nous ne voulons pas de ce traité et nous voulons le départ ». Les Français se sont payés un psychodrame. On peut dire du mal du traité de Rome, mais on ne demande pas le Frexit. Ah non. Et d'ailleurs, s'ils avaient demandé le Frexit, le oui leur est emporté. Donc on est là dans une situation dont il faut bien voir qu'elle est portée à charge des partisans qui ont été stupides à bien des égards, dans la mesure où eux ont eu tort de vendre une constitution qui n'en était pas une. Mais il a été tenu compte du vote non. D'abord, parce que la grande critique qui était impliquée par le TCE, c'était qu'on constitutionnalisait ou qu'on prétendait
constitutionnaliser le traité européen. Or là, le traité de Lisbonne a clairement renoncé à ça. On a tout à fait accepté ça. En revanche, il y avait dans le traité constitutionnel européen des choses qui n'ont pas été évoquées, mais qui étaient très favorables, qui étaient très soutenues par le partisan du non, notamment le droit de partir. Il n'y aurait pas de Brexit possible juridiquement organisé si le traité de Lisbonne n'avait pas été admis. Donc tout ça est une construction extrêmement fallacieuse à laquelle on s'est prêté et que Sarkozy, effectivement, n'a pas refait un traité parce que ce que modifiait le traité de Lisbonne, le traité constitutionnel, par rapport au traité antérieur qui était le traité de Nice, c'était des trucs dont personne n'avait parlé pendant la campagne électorale, mais personne. Ce qui était en cause, c'était la Constitution, on en a tenu compte, et les articles fondamentaux du traité de Rome, et même les partisans du non ne voulaient pas qu'on en tienne compte en sortant de l'Union européenne, et nos partenaires n'étaient pas prêts à le modifier. Lucille Donc Schmitt. remettons les choses à l'heure. Oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler surtout que l'euroscepticisme en France et en Angleterre, c'est évidemment pas du tout la même chose. L'Angleterre a adhéré à l'Union européenne en 1973, la France est un membre fondateur, et moi, il se trouve que j'ai voté non en 2005, cher Jean-Louis, et c'était pas du tout par rapport aux articles du traité. Moi, j'ai failli voter non aussi. C'était par rapport au fait que j'étais dans une déception, en fait, d'une Europe trop idéalisé sans doute, mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec de l'euroscepticisme. Donc les composantes en fait du vote en 2005, vous en rappelez sans doute, en France, étaient assez fondamentalement différentes à mon avis de ce qui s'est passé sur le Brexit. Je termine juste en disant... Ah oui, ça c'était pas pour me dire qu'il fallait que je termine, d'accord. Donc, non, en général, je ne frappe pas. J'ajoute deux choses par rapport à ce qui se passe sur l'Angleterre. Moi, j'ai discuté avec des amis anglais qui sont Remainers, mais ils me disent, nous, on voudrait un deuxième référendum parce qu'on a réalisé a posteriori combien les fake news avaient été très importantes pendant la campagne et on serait prêt à se soumettre à l'idée d'un Brexit, mais si on avait le sentiment que la campagne est organisée d'une certaine manière à la Suisse, c'est-à-dire avec le droit d'information encadré, avec la capacité à comprendre ce qu'on perd et ce qu'on gagne, ce qui n'a pas été le cas. Je rappelle que Boris Johnson a raconté que, par exemple, l'Union européenne interdisait de recycler les sachets de thé, etc., ou la marmelade, je ne sais plus, mais enfin, il y avait quelque chose autour du fake news, et y compris sur la question du NHS, vous savez, sur le fait qu'on allait utiliser tout ce qu'on donnait à l'Union européenne pour financer le service public de santé britannique. Donc il y a l'idée d'un deuxième référendum qui serait organisé dans des conditions correctes par rapport à la démocratie et qui permettrait réellement de départager les Britanniques, qui est très présente aujourd'hui en Angleterre. Nicolas Pavrel. Deux brèves remarques. D'abord, c'est vrai que la situation est très différente de celle de 2005 en France ou des Danois qu'on avait fait revoter. Pourquoi ? Parce que ce référendum date d'il y a 3 ans et au bout de 3 ans, on a un gouvernement britannique qui est dans l'impasse, un parlement qui est dans l'impasse. Et donc, quand le système est complètement bloqué, que peut-on faire sinon ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire se tourner vers les citoyens pour qu'ils tranchent la difficulté. Deuxième remarque, c'est sur l'impact sur les populismes. En fait, il est à double tranchant parce que c'est vrai que le Brexit a une pédagogie. On voit qu'aujourd'hui, plus personne ne veut sortir de l'Union européenne ou de l'euro. Mais à l'inverse, l'idée que la sortie de l'Union est juridiquement possible, mais pratiquement impossible, cette idée-là, néanmoins, va être utilisée clairement par les mouvements populistes contre l'intégration européenne. Richard Verly pour un remords. Juste une précision, Lucille a évidemment raison de parler de second référendum, puisque l'une des conséquences d'une élection européenne qui se tiendrait au conditionnel au Royaume-Uni et qui serait encore plus au conditionnel remportée par des Remainers serait probablement l'organisation d'un second référendum. Et dans ce cas de figure, vous auriez 2 référendums face à face. Donc, une fois de plus, je ne crois pas qu'on puisse comparer avec le cas de la France de 2005. Il paraît que les Britanniques ont un don pour rendre les choses compliquées. Ça me rappelle que, adolescent, j'allais dans une famille britannique distinguée, dans laquelle j'ai compris les complications britanniques quand j'ai entendu à table quelqu'un dire I would know if you could find your way through to passing me the salt. Ça vaut pour ceux qui n'auraient pas étudié l'anglais, ça veut dire passe-moi le sel. C'est ce que dit l'amiral Nelson à Russell Crowe. Oui, allez-y.
Donc, depuis quelques mois, on voit un basculement un peu, j'ai l'impression, par rapport au grand débat national, des éléments normalement détenus par l'État. On voit par exemple la violence légitime de Hobbes qui est détenue par un boxeur des ronds-points ou des penseurs qui sont élevés au rang de Tocqueville, comme par exemple Drouet. Est-ce qu'on peut... on voit par exemple on voit aujourd'hui en fait la responsabilité de l'État qui est plutôt dans le fait d'écouter le peuple. Est-ce que ce serait pas plutôt la réciproque qui serait importante, le fait que le peuple puisse entendre les réformes qui sortent de ce grand débat. Et ce serait notamment intéressant de voir la dimension suisse avec notamment la confiance qui doit être allouée à la suite du grand débat dans les réformes qui sortent des décisions qui sont prises dans ce grand débat. Richard Verly. Vous savez, j'ai été souvent interrogé depuis que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, a commencé à émerger comme revendication. On m'a souvent demandé comment ça se passait en Suisse. Et j'ai l'habitude de répondre avec trois choses très simples. Premièrement, vous ne pouvez pas en Suisse distinguer ou dissocier ce qu'on appelle les votations, c'est-à-dire les consultations référendaires à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas les dissocier du système politique suisse. Et notamment du fait que c'est un système décentralisé au maximum. Parce que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire les gens ont confiance dans la capacité de l'État à agir parce qu'ils le maîtrisent, d'une part, avec les votations, d'autre part avec cette décentralisation maximale. Donc la première réponse à votre question, c'est qu'à mon avis, il y a en France un problème de légitimité de l'État parce qu'il est trop centralisé et je pense qu'il faut absolument, ça c'est évidemment une opinion personnelle, absolument une vraie décentralisation dans ce pays et venir au niveau local et faire jouer la subsidiarité maximale. Deuxièmement, vous dites il faut que le peuple entende l'État, je traduis ça en d'autres termes et là, je crois qu'il y a un gros problème en France parce que la tradition référendaire en Suisse, c'est l'apprentissage de la défaite. Parce que vous faites très souvent campagne pour des votations. Il m'est arrivé de faire partie de signataires de votations en Suisse et de perdre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vous perdez. Et à ce moment-là, le deal, c'est quoi? C'est que vous ne contestez pas dans la rue le résultat du référendum. Vous attendez éventuellement un prochain référendum, ce qui est très rare en Suisse, mais ce qui est arrivé, notamment par exemple sur l'appartenance aux Nations Unies, qui a fait l'objet de 2 référendums. Or, j'ai des doutes sur la capacité en France d'attendre patiemment un prochain référendum si l'objet de celui pour lequel on a milité est perdu. Le référendum d'initiative citoyenne a été remplacé par le référendum d'initiative populaire, non partagé, pardon, c'est-à-dire le RIC est remplacé par le RIP, dont les initiales sont aussi malheureusement Requiescat in pace. Merci beaucoup. C'est pas en lien direct avec ce qui a été évoqué, mais j'en profite pour éclairer le scrutin européen qui aura lieu le mois prochain, et notamment du fait que parmi nos invités, nous ayons un ancien eurodéputé qui siège actuellement à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a une équivoque. Madame Schmitt a parlé du crétinisme parlementaire français tout à l'heure. Il y a une équivoque sur le sens du scrutin dans un équilibre institutionnel qui n'est pas celui de la Ve République et où il n'y a pas de subordination du mandat des députés à un programme présidentiel qui aurait été déterminé à l'avance. Donc j'aurais aimé avoir des éclairages sur la marge d'initiative qu'ont les eurodéputés qui n'est, semble-t-il, pas la même que celle des députés français. Y a-t-il un ancien eurodéputé qui puisse répondre à cette question ? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est très bien posé. Ça explique d'ailleurs que le choix de Canfin est tout à fait justifié. Il ne voulait pas rentrer au gouvernement parce qu'au gouvernement, on obéit et selon la formule immortelle de Jean-Pierre Chevènement, on ferme sa gueule ou on démissionne, alors qu'un parlementaire européen, comme un parlementaire américain, car c'est le même modèle. C'est un modèle de type Montesquieu, de pouvoirs indépendants les uns des autres, même s'il y a des formes de responsabilité type impeachment, mais ce sont 3 pouvoirs indépendants, le pouvoir des États au Conseil, le pouvoir de la Commission, qui est un pouvoir d'initiative, et le pouvoir du Parlement européen, qui contrôle l'action de la Commission et qui codécide en matière législative, c'est-à-dire de directives et de règlements. Et moi, j'ai toujours été frappé par le fait que, certes, les pouvoirs du Parlement européen, les pouvoirs politiques du Parlement européen sont limités parce que
les pouvoirs politiques de l'Union européenne communautaire sont limités, mais dans ce cadre-là, les parlementaires européens sont parfaitement respectés. Le système est d'ailleurs très bien fait, avec un rapporteur et dans chaque groupe un contre-rapporteur, un shadow rapporteur. Les négociations se font à l'intérieur des commissions, à l'intérieur des groupes, entre les groupes, puis entre les institutions, et c'est un système dans lequel on est vraiment, chacun est respecté dans son être. Moi, je souffre énormément actuellement, mais vraiment énormément, pas seulement de mon genou droit, je souffre énormément à l'Assemblée nationale parce que je mesure quotidiennement, ce que je crois j'ai dit une fois, c'est qu'à l'Assemblée nationale, quand on est dans l'opposition, on n'est pas dans la majorité, et quand on est dans la majorité, on n'est pas au gouvernement. Je voulais juste pardon, je pense que ce qui est très intéressant par rapport à ce que tu dis, Jean-Louis, c'est qu'en plus, au Parlement européen, il y a une diversité de familles et de groupes politiques qu'il n'y a pas du tout, par exemple, au Parlement français. Bien sûr, elle est proportionnelle. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que David Cameron, par exemple, dans sa grande sagesse, avant d'organiser le référendum du Brexit, avait quand même réussi à détacher les conservateurs britanniques du groupe des conservateurs européens pour créer son groupe spécial, qui était justement très eurosceptique. Donc il y a un vrai sujet. Et très marginalisé. Et très marginal. Une dernière question, ici. Pour revenir sur la question du Brexit, on a souvent utilisé la métaphore animale pour expliquer le Brexit, avec le chat qui gratte à la porte pour sortir, qui ne veut pas sortir, on lui ouvre la porte, il reste. En tant que physicien, on voit un peu ça comme un chat de Schrödinger, plutôt. Mais actuellement, on verrait, en cas de Riemann, on verrait plutôt ça comme un chat appelé Pomponnette. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'acceptation de la part des autres partenaires européens dans le cas où la Grande-Bretagne, après avoir décidé de partir, de divorcer, revienne en nous disant « chérie, je reste ». Est-ce que du point de vue des autres partenaires, ça sera accepté facilement? Est-ce que ça ne compromettra pas le fonctionnement des institutions? Est-ce que Jean-Louis, vous sentez de faire comme Rému et de dire à l'Angleterre pomponnette, te voilà, salope? Je crois que c'est quand même très bien. Il y a pas mal de livres actuellement, de romans qui circulent sur l'idée que se re-aimer, c'est presque aussi bien que s'aimer. Donc nous sommes tout à fait, nous estimons très franchement que le choix binaire qui s'est posé aux Anglais n'était pas le bon. C'était pas Brexit ou non Brexit, c'était on restait dans l'Union, on développait à l'extérieur une attitude vraiment coopérative, mais de l'extérieur, où on sortait dans une attitude de rupture, de caractère trumpiste par rapport à l'Union européenne. Et c'est la difficulté à choisir entre ces deux formes de Brexit qui explique l'extrême maladresse, l'extrême inconfort de la situation actuelle. Mais je suis Alex Taylor, qui était un partisan extrêmement déterminé du Remain, dit « Moi, je préfère aujourd'hui qu'il parte. Parce que s'il revenait dans des situations de mise en cause du référendum, moi, je suis aussi de cet avis. Je ne juge pas sévèrement 2005 en France, mais je juge sévèrement l'attitude du Parlement qui vraiment s'oppose à la position du peuple britannique tel qu'il s'est manifesté. S'il revenait, ça serait dans des pires conditions, avec alors, il faut les laisser revenir, bien sûr. Nous serions très heureux qu'ils reviennent pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, mais sur le plan intérieur, ce serait quelque chose de très, très difficile à gérer. Alors que moi, beaucoup d'amis Remainers, j'ai une amie dont la fille est professeure au King's College et qui s'est battue pour le Remain et qui dit « Aujourd'hui, je préfère qu'ils sortent parce que tous les jeunes sont pour le Remain. Nous reviendrons dans 10 ans, comme MacArthur est revenu aux Philippines, nous reviendrons dans l'Union européenne, et enfin dans de meilleures conditions, j'espère, pour l'Union européenne, et nous reviendrons, mais là, ce sera sans équivoque, alors que le retour aujourd'hui risquerait d'être la source de beaucoup d'amertume, de frustration et de dissension interne. N'oublions pas que le Royaume-Uni est en crise profonde, que c'est d'abord une crise du Royaume-Uni avant d'être une crise entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Merci à tous, merci à notre public, merci à l'école alsacienne et à dimanche prochain pour une émission thématique sur la Syrie.